Salut tout le monde et bienvenue dans cette critique de Dune. Je suis avec... Mireille, On est allé voir le film ensemble en en IMAX. IMAX. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai tout de suite envie de vous dire une chose. C'est vraiment le sentiment premier qu'on a eu à la sortie de la salle, c'est qu'on a eu l'impression véritablement de voyager. Et on a vraiment été transposé sur cette planète Arrakis. La mise en scène est grandiose. Denis Villeneuve a fait son Laurence d'Arabie de l'espace. Il arrive très bien à retranscrire les échelles de valeur, l'immensité de la planète Dune. Tous les effets spéciaux sont crédibles. On y croit, on voyage, on est dépaysé. On est ému. On est ému. J'aurais voulu l'être un petit peu plus, mais ça va. Il faut peut-être que je le revoie, tu vois. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'il prend le temps de nous imprégner dans son univers pour vraiment construire un film très atmosphérique. Alors c'est pas non plus contemplatif, mais il laisse durer suffisamment ses plans pour qu'on puisse s'imprégner et vraiment être dans une ambiance très particulière. Et vraiment, moi, c'est ça que j'adore dans l'approche de Villeneuve dans la plupart de ses films, c'est que vraiment il laisse le temps à ses plans d'exister. Et c'est ça qui fait, je trouve, toute la différence avec tout le reste des blockbusters qu'on voit depuis 5 ans. Tout ce cinéma de divertissement qui va à un rythme trépidant, mais qui, des fois, oublie de nous immerger un petit peu dans leur univers. C'était un petit peu l'antidote. Vous êtes déprimé, vous en avez marre de prendre des films, voilà, de la gaudriole depuis 10 ans, de voir des trucs épileptiques, du CGI jusqu'à plus soif, jusqu'à écœurement. Là, c'est vraiment l'antithèse de tout ça. C'est, comme tu disais, quoi... ça prend son temps, c'est palpable, ça a l'air vrai, c'est incroyable, c'est sublime donc formellement, et je trouve même que c'est encore plus beau que d'habitude. D'ailleurs, il a changé de chef-op, il a pris le chef-op de Rogue One, et du coup, il y a un effet de gigantisme absolument colossal, mais il a fait une petite Ridley Scott, c'est-à-dire que même dans Blade Runner 2049, que j'adore, qui est très très beau, qui est magnifiquement bien shooté, il y avait quand même un tout petit côté plaqué, je sais pas si je suis assez clair, mais là, il y a une sorte de densité à l'image, de la fumée, du sable, de la poussière, du vent. On sent que les éléments sont déchaînés et tout, et du coup, ça remplit le cadre du brouillard, même, parce qu'il est pur, comme d'habitude, mais même là, l'épure, finalement, elle est plus si épurée que ça, si je puis dire, parce qu'il y a énormément de particules, de choses à l'écran. Et c'est mais magnifique. La grande force du film, c'est d'avoir réussi à transposer cet univers de Frank Herbert, cet univers de Dune, de manière crédible, et voire, j'irais même plus, jusqu'à dire, même presque réaliste par moment. On a l'impression que ça existe, on a l'impression que ça a été tourné sur d'autres planètes, ce film. Et aussi, la grande force, c'est d'avoir rendu ce roman totalement digeste, compréhensible, pour tous, je trouve, parce qu'il réussit à se focaliser vraiment sur l'essentiel, sur ce qui est important, sur l'humanité de ses personnages, sur la filiation. Il a réussi à bien traduire, je trouve, les enjeux politiques du film, à nous les rendre clairs, à comprendre qui était qui, on va dire, quelle maison... Des forces en opposition. Voilà, exactement, la lutte de pouvoir entre les différentes factions. Il met un petit peu de côté certains éléments qui n'expliquent pas véritablement, il reste un petit peu vague, un petit peu flou, tu vois, par exemple sur le Bene Gesserit, c'est-à-dire cette espèce d'ordre mystique qui donne du pouvoir. Voilà, on n'en sait pas trop, mais en même temps, le roman est tellement dense et tellement complexe qu'il ne pouvait pas non plus s'attarder sur tous les éléments. C'est clair que moi j'avais entendu dans les premiers retours que c'était un petit peu difficile à suivre, etc. Moi j'ai trouvé ça hyper limpide, hyper clair. Ouais. Vraiment, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce film est un chef-d'œuvre ? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Écoute, très sincèrement, ça me fait rarement ça, mais là je me suis quand même pris une onde de choc. Comme tu dis, on est vraiment happé dans cet univers, on est enrobé dans quelque chose qui nous dépasse, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et du coup, là, c'est beaucoup trop tôt. Critique du matin, vous avez vu. Ouais. Voilà, c'est beaucoup trop tôt, franchement, pour que je puisse dire ce que j'en ai réellement pensé. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est un de mes plus gros chocs ciné depuis que je suis né, quoi. Vraiment, c'est énorme. Je me suis pris une déflagration. Alors, en termes de décor ou effets spéciaux, costumes, etc., design, production design,
j'ai absolument rien à dire. J'ai trouvé qu'il y avait, que tout était ultra crédible, on y croit, rien n'est ridicule par rapport à la version de David Lynch où il y avait quand même quelques designs des fois. Et il y a même un souci du détail, tu sais, tu sens que, un peu comme Cameron au Titanic, tu sais, tu retournes l'assiette et il y a la gravure, tu sais, d'époque. Ouais. Là, il y a vraiment, mais le moindre petit objet au plus grand, il y a une somme de détails et tout, de précision, enfin, c'est assez bluffant. Les vaisseaux libellules, les ornithoptères, ou je sais plus comment on les appelle dans le bouquin. Exceptionnel. Exceptionnel, voilà. Moi, je veux ce vaisseau libellule, je le veux tout de suite. Puis tu sens le poids, la densité, Tout est ultra tangible. Et c'est ça aussi que je voulais dire par rapport à Villeneuve, c'est que il réussit à adapter Dune d'une manière presque réaliste, parce que il ne fait pas non plus n'importe quoi avec sa caméra, il ne fait pas des mouvements de caméra improbables. C'est pas forcément un virtuose, voilà, du mouvement de la caméra, tu vois, c'est pas Brian De Palma, mais la grande force de Denis Villeneuve, c'est surtout de nourrir son cadre avec quelque chose d'esthétiquement très intéressant, de fort, et c'est ça, je trouve, la grande force de Villeneuve, c'est de composer des cadres, en fait, et de faire... Succession de tableaux. Quoi. Exactement, c'est comme s'il faisait une succession de tableaux avec des mouvements de caméra très légers, très lents. Voilà, tout est subtil, c'est élégant, et moi c'est ça qui me plaît énormément et qui renforce la crédibilité de tout son univers. Et tu vois, ne serait-ce que la présentation du méchant du film, l'antagoniste, le baron Harkonnen, qui est joué par Stellan Skarsgård. Incroyable. Il arrive, voilà, son introduction, sa présentation, elle est absolument... intense, quoi. La manière dont il introduit dans le film, c'est tout de suite assez iconique. Tu sens une menace tout de suite très imposante. Ouais. Je trouve que c'est un peu comme James Cameron, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il va te filmer tout comme si c'était vrai. Il va jamais y avoir de plan qui va passer à travers un trou de serrure, voilà, ou un vaisseau qui va arriver dans le cadre. Voilà, c'est pas son style, ouais. Comme si c'était la réalité, comme si l'univers était vrai. Oui, c'est un peu l'anti-Zemeckis, quoi. Il va pas te faire passer la caméra à travers un trou de serrure. Exactement. Il va vraiment filmer le tout. Même si j'adore Zemeckis, attention. Moi aussi, mais je veux dire... Mais c'est pas son style, quoi. Voilà, c'est pas son style. Voilà. Il va te filmer un peu comme Cameron, quoi, comme si c'était vrai. Donc il n'y a jamais y avoir un vaisseau qui va te foncer dans la tronche ou quoi que ce soit. Ça reste... Possiblement, si l'univers existait, on pourrait le filmer comme Villeneuve. Toutes les scènes qui impliquent les vers de sable, parce qu'on n'en a pas parlé, les vers de sable, quoi. Non mais ça aurait pu être juste, tu sais, des CGI qui ne te communiquent absolument rien et qui ne te fait rien ressentir. Mais les vers de sable, je les ai trouvés ultra impressionnants parce que la première fois qu'il introduit le ver de sable dans le film, eh bien, il l'introduit avec un certain contexte qui t'amène beaucoup de suspense, beaucoup de tension. C'est filmé un petit peu, limite, ça m'a un peu fait penser à Sicario, tu vois. Quand t'as les gars qui veulent essayer de passer la frontière mexicaine et tout. Tu vois, tu vois la menace arriver de loin, etc. Je vous en dis pas plus. La manière dont il nous montre ce ver de sable, plus comme un gouffre, j'ai trouvé, que comme une créature ou comme une bête qui sort comme ça du sable. La manière, tu vois, dont c'est filmé un peu de haut et tout, t'as vraiment l'impression, voilà, ça fait évidemment penser au Sarlacc du Retour du Jedi, mais c'est vraiment montré comme un espèce de gouffre qui peut t'engloutir, et ça, j'ai vraiment adoré. Et puis, il faut dire aussi quelque chose sur la musique de Hans Zimmer qui est excellente. Alors, elle n'est pas forcément, il n'y a pas forcément de thème dans sa musique, c'est une musique atmosphérique. Voilà, atmosphérique, assez tribale aussi, il y a beaucoup de tambours, musique un petit peu ethnique, puisque voilà, il y a de la cornemuse également. Oui, c'est vrai, il y a un petit moment de cornemuse. Et puis c'est quoi le thème du film ? C'est Papipa. Papipa. Là, pour le coup, il fait une musique atmosphérique, mais dans cette musique atmosphérique, il y a quand même une petite mélodie qui revient tout au long du film. C'est assez discret, mais c'est ultra envoûtant. Enfin, moi, j'ai adoré et j'ai envie de réécouter la musique dès que possible. Tout le son du film est en harmonie vraiment avec la musique. Ça se répond, quoi, comme si le son, d'une certaine façon, faisait partie intégrante de la BO. J'étais ultra surpris par le son. Genre des passages... un tout petit spoil vite fait, hein, mais sans parole, où ils se mettent dans un dos et puis on n'entend pas ce qu'ils racontent. Enfin, énormément de petites choses. Même le tout début du film, je sais pas si tu te rappelles, en fait, ça commence pas par le logo Warner, ça commence par une phrase trop bizarre et tout. Et en fait, t'es happé, t'es pris, t'es surpris.
Et c'est enfin voilà, colossal. Bah, c'est l'un des plus beaux spectacles Ouais. qu'on a vu depuis peut-être Avatar Ouais. ou un truc comme ça, quoi. N'allez pas le voir en 3D. C'est pas tellement un film qui joue sur enfin moi je conseillerais pas d'aller le voir en 3D. Je sais pas où on l'a vu en 2D. Moi, je vais quand même aller y retourner, le voir en 3D pour voir ce que ça donne. Ouais, mais par exemple, je sais que Villeneuve est pas très très fan de la 3D et que c'est plus un truc commercial qu'on lui a demandé de rajouter. Et sur Ouais. Blade Runner 2049, j'avais vraiment préféré la version 2D. Je voulais parler des thématiques et dire que finalement Dune, c'est la combinaison de plein d'influences, de plein de choses, même si, oui, le livre Dune a été écrit dans les années 60 et donc il précède beaucoup de ces influences qui nous apparaissent comme ça aujourd'hui sur ce film. Il y a un petit côté Laurence d'Arabie avec justement ces enjeux géopolitiques qui nous sont présentés avec l'idée de s'allier avec, avec une peuplade pour combattre un ennemi commun. On pense évidemment à Star Wars avec toute cette dimension mystique et cette... Les soldats, l'empereur, voilà. la Horde Galaxie, je sais plus comment ça s'appelle, la Guilde Galactique. La guilde spatiale. Voilà, etc. effectivement. Et puis aussi mais tous ces personnages qui on ont y pense, mais ça y ressemble pas quand même. Oui, non, voilà. C'est pas du tout Star Wars. Hein, ouais, c'est vrai. Ça a vraiment une atmosphère. Mais il y a ce côté-là avec des personnages qui ont cette faculté de rentrer dans l'esprit des gens et de contrôler l'esprit des gens, tu vois, comme les Jedi Mind Trick. Et puis, on pense aussi un petit peu à Avatar avec la dimension écologique, avec encore une fois cette idée d'étranger qui va venir secourir des autochtones de l'invasion des capitalistes qui veulent exploiter leurs terres, exploiter leurs minerais. Donc ça, c'est vraiment une thématique qu'on retrouve dans Avatar, mais qui était évidemment déjà présent dans le livre, qui date d'il y a plus de 50 ans. Après, le truc sur lequel on pourrait avoir un doute sur les chances de succès de ce film, enfin en termes de box-office, je parle, pour qu'il ait une suite, pour qu'il soit greenlighté pour une suite par Warner, c'est peut-être au niveau de la forme. Alors déjà, il n'y a pas véritablement d'humour dans ce film. Il n'y en a pas. En fait, il y a une blague qui est dans la bande-annonce. Voilà, je crois qu'ils l'ont tourné uniquement pour la bande-annonce. Non mais c'est vrai, c'est ça d'ailleurs. Il n'y a pas une vanne, non, mais c'est méga sérieux, c'est in your face, c'est vraiment, comme tu disais hier en sortant, c'est de la hard SF. Ouais, c'est ça. Et bing, là ça rigole pas, hein. On n'est pas là du tout pour se marrer. Hein. Ah oui, c'est premier degré, c'est un ton très sérieux, c'est limite shakespearien, tu vois, on va dire. Complètement. Ouais. Et donc il y a peu de fun entre guillemets dans ce film pour vraiment peut-être plaire à un très très large public. Et Paul Atreides. Et Paul Atreides, eh bien justement, c'est là où moi j'ai peut-être une petite réserve sur ce film, mais à voir. C'est que, alors, j'ai trouvé Timothée Chalamet, j'ai trouvé l'ensemble du casting excellent, il y a rien à dire. Tout le monde campe son personnage avec énormément de conviction, tout ce que tu veux. Enfin, on y croit, quoi. Que ça soit Jason Momoa, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson. L'actrice noire, je sais pas comment elle s'appelle. Elle est incroyable. Hein. Qui Zendaya ? Non, l'autre. Tu sais. Oui. Ah, j'ai oublié. J'ai pas son nom. Ouais. Enfin, bref, elle est incroyable. Celle qui fait partie des Fremen aussi. Exactement. Et c'est ce que je te disais hier. C'est. Il vient du théâtre aussi, Villeneuve, il a adapté Wajdi avec Incendie, etc. Et là, on retrouve la puissance d'un Wajdi, quoi. Donc les acteurs, quelque part, c'est très théâtral, mais on va dire un petit peu en mode tragédie, mais une tragédie qui serait une mise en scène qui serait canon, quoi. Donc on a des personnages, mais vraiment qui font des prestations, qui gueulent, qui regardent sans que ça soit jamais outré. Et la direction d'acteur est parfaite. Mais Chalamet, vas-y. Ouais, je le trouve très bien, je le trouve très bon. Et puis surtout, il avait quand même cette lourde tâche d'incarner ce héros, d'avoir, un certain charisme pour jouer ce personnage. Et malgré son physique de jeune adolescent tout frêle, il arrive quand même à bien s'imposer. Alors après, c'est le personnage de Paul Atreides qui est comme ça, c'est pas censé être un colosse, mais il a quand même cette lourde tâche de porter le film sur lui et d'incarner ce héros, ce messie, et ça je trouve qu'il le fait bien, surtout aussi grâce à
à son regard, en fait. Je trouve qu'il fait passer énormément de choses par son regard, Chalamet. Il a un regard très pénétrant, on va dire, très intense, très prenant. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Mais le seul petit regret que j'ai par rapport à ce personnage, alors c'est pas forcément la faute de l'acteur, mais peut-être plus de la direction d'acteur ou de comment le personnage a été écrit dans le scénario, c'est que eh bien, il joue quand même un petit peu toujours sur la même note, je trouve. C'est-à-dire, il est toujours, enfin, pratiquement tout le long du film, il est quand même toujours morose et perturbé. Un peu comme Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Dans la communauté de l'anneau, il était un petit peu toujours pareil. Là, c'est le premier chapitre. Faut peut-être attendre de voir ce qu'il va donner dans le deuxième. Alors non, justement, je trouve pas. Je trouve que Frodon, il passe par plein d'émotions différentes. On le voit joyeux, on le voit triste, on le voit désespéré, on le voit courageux, on le voit... Oui, non, mais ça, d'accord, parce qu'il y a plus de choses, mais il reste quand même toujours sur la même note. Je sais pas, je trouve qu'il y a plus d'évolution du côté d'un personnage comme Frodon, où on voit un personnage dans la communauté de l'anneau qui démarre avec une certaine innocence, une certaine naïveté, et qui à la fin du film se termine avec... on sent qu'il a vécu quelque chose de douloureux, on sent qu'il a vécu une aventure forte, et que ce n'est plus le même personnage qu'au début, tu vois, et qu'il perd quelque chose en lui, il perd une certaine innocence. C'est un petit peu le problème, du coup, qui revient en permanence, c'est qu'en fait, c'est l'adaptation, je vois qu'il y a le bouquin là devant nous, c'est vrai que c'est la moitié du roman, a priori, et donc, en fait, oui, peut-être que si on avait eu le deuxième volume, peut-être que si ça avait été un peu plus long, on aurait eu le temps de voir une évolution plus notable. Oui. Mais moi, franchement, Timothée Chalamet, je le connaissais pas, je voyais sa tête, j'avais envie de lui coller des tartes, et je me disais, non mais c'est quoi ce gringalet qui se la raconte. Moi, j'étais ultra surpris, très très agréablement, je trouvais qu'il était ultra intense, qu'il faisait passer de l'émotion, et ça aussi, on l'a pas dit, mais pour un Villeneuve, qui est quand même accusé parfois d'être un David Fincher bis, tout froid et millimétrique. Là, il y a énormément d'émotions qui passent. Moi, j'étais hyper happé, ému. Je sais pas pour toi. Ouais, alors moi, justement, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'émotions qui passaient. Par rapport aussi à ce qui m'a un petit peu déçu sur l'émotion, alors là, je vais spoiler un tout petit peu. Donc attention pour ceux qui ne veulent pas du tout être spoilés, qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne connaissent pas le livre. Mais c'est parti. La mort d'Oscar Isaac, donc le père de Paul Atreides, eh bien, là aussi, il y a quelque chose où l'émotion ne passe pas forcément parce que le personnage de Paul ne semble pas super affecté par la mort de son père. Et en même temps, on évite la scène cliché. Voilà, ce que j'allais dire. Ouais. C'est ce que tu me disais hier. On dit, mon père, non. Ouais. Même si c'est vrai, dans le film de David Lynch, c'était un peu traité de la même façon. C'est-à-dire que le père mourait et le héros continuait sa quête sans être plus que ça traumatisé, quoi, ou impacté. Tu vois, c'est pas... la différence avec, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, quand Gandalf tombe avec le Balrog, bon... bien là, tu sens l'émotion, tu sens le poids de l'émotion, le poids de la perte sur le visage de Frodon et même de tout le reste de la communauté. C'est un événement marquant. C'est ça que Peter Jackson a fait dans la communauté de l'anneau et que ne fait pas forcément Denis Villeneuve dans Dune, par exemple. Mais non, là où Villeneuve, quand même, réussit quelque chose, c'est d'insister quand même sur les rapports père-fils ou mère-fils. Il n'oublie pas d'insister là-dessus, et c'est ça qui véhicule l'émotion, c'est les relations entre les personnages, notamment la relation que Paul a avec le personnage de Duncan, je crois, en tout cas le personnage joué par Jason Momoa. Ouais. Là, il y a une relation d'amitié qui fonctionne bien et qui apporte de l'émotion. Mais voilà, franchement, c'est peut-être la seule critique que j'ai sur ce film, c'est le personnage de Paul Atreides qui, j'aurais voulu qu'il me communique un petit peu plus d'émotion. J'ai envie de dire qu'au moment où le film se termine, c'est là où le personnage commence à évoluer, commence à changer. Mais c'est vraiment dans les 5 dernières minutes, quoi, où là on sent que ça y est, le personnage est en train de basculer. Après, il y a Zendaya qui est venue shooter
Une pub pendant 4 jours. Je pense que c'est ça. On lui a dit, alors écoute, on a une pub à tourner. Pour un nouveau parfum, voilà, c'est dans le désert, tu seras en petite robe, il y aura du vent, etc. On va te filer 2 millions pour 3 jours. C'est ça. Oui, parce qu'il y a franchement des images où tu as l'impression qu'à un moment donné, on va avoir apparaître Dune par Christian Dior. Ouais, mais trop, c'est vrai. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on pourrait dire si on était très très méchant. Oui. Voilà, on exagère. Mais ça donne un petit peu cet effet-là. Ça serait une très très belle pub. Ça serait une excellente pub. Non, mais voilà, les images sont magnifiques. Hein, toutes les images qui sont autour de Zendaya. Mais, en tout cas, elle est figurante dans ce film. Elle n'a pas vraiment de rôle dans ce film. Hein. Ça sera, à mon avis, beaucoup plus développé dans une deuxième partie, s'il y a deuxième partie. Et donc, je voudrais juste rebondir sur un truc. C'est par rapport aux chances de succès de ce film. Moi, j'y crois. Alors moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes, comme je disais tout à l'heure, parce que... ça va cartonner. C'est de la hard SF. Et ça, c'est pas aussi... je pense que ça sera pas aussi populaire qu'un Star Wars ou qu'un Avatar, par exemple, qui surfe pourtant sur des thématiques assez similaires. Oui, c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus pop, voilà. Avatar, beaucoup plus accessible. Et même en termes de mise en scène, elle est peut-être trop austère. Il y a peut-être un truc assez austère dans la mise en scène. Moi d'ailleurs, j'avais peur de ça quand je voyais la bande-annonce. On en parlait justement, on avait peur de quelque chose de peut-être trop épuré, trop dépouillé, pour vraiment nous dépayser et faire un film de science-fiction à la dimension exotique et tout ça. Et finalement, le côté un petit peu épuré de Villeneuve, c'est vrai, se matche bien avec l'univers qu'il veut dépeindre. En fait, formellement, visuellement, il n'y a pour moi aucune fausse note, même si voilà, il y a peut-être 2-3 moments que je trouve un petit peu austères en termes d'univers ou en termes de décor. Mais au-delà de ça, enfin voilà, c'est vraiment pour chipoter parce qu'au-delà de ça, c'est totalement immersif. On voyage, voilà. Moi, j'ai une petite pensée émue pour tous ceux qui vont le pirater, peut-être, quand il sera disponible sur HBO Max et qui vont le regarder sur leur télé ou sur leur Apple Watch. Franchement, j'ai de la peine parce que je me dis, jamais vous ne saurez ce que vous avez raté, quoi. Parce qu'honnêtement, parfois on voit des films, on fait « Waouh, putain, c'était super, il faut aller le voir en salle ». Là, pour moi, c'est pas « il faut aller le voir en salle », c'est « on ne peut pas le voir autrement qu'en salle ». Le film dure 2h30 et franchement, ça passe à une vitesse. Ouais. On avait peur à chaque fois que ça se finisse. On était là, ah, c'est fini. Ah, non, en fait, on flippait un peu. Alors, est-ce que tu trouves que c'est pénalisant pour le film que Villeneuve ait adapté la moitié du livre, ou est-ce que toi ça ne t'a pas dérangé? Non, moi ça ne m'a pas dérangé du tout. J'ai trouvé, c'est frustrant, mais pour moi c'est exactement la même configuration que La Communauté de l'Anneau, où le film se finissait, on faisait non, mais vas-y, va balancer l'anneau. Et donc là, oui, on est frustré. Ce qu'il y a, c'est que ça avait été tourné à la suite. Là, non. Donc il va falloir attendre les résultats au box-office. Si greenlight, ça veut dire qu'on va devoir attendre peut-être 2, 3, 4 ans. C'est relou. On va attendre longtemps. Mais j'ai envie de te dire, à l'époque, Star Wars, c'est ce qu'ils avaient fait. Ouais. Oui, mais sauf que à la fin de Star Wars, tu avais ce sentiment de finalité quand même. Dans l'Empire contre-attaque, sentiment de finalité, vite fait. Hein. Non, pas pour l'Empire contre-attaque, mais pour le premier Star Wars. Mais l'Empire contre-attaque, on était prévenus, on savait qu'il allait avoir un 3e épisode, tout comme La Communauté de l'Anneau, on sait qu'il va y avoir la suite. Bon, là aussi. D'ailleurs, ça commence. En fait, le titre c'est pas Dune, c'est Dune. Première partie. Ouais. Donc là, c'est vrai. Donc au moins on est prévenus. Mais donc moi je te rejoins un petit peu là-dessus. Ça ne m'a pas tellement dérangé dans le sens où on est prévenu, on sait qu'il va y avoir une suite. C'est frustrant évidemment parce que alors je dirais que c'est peut-être encore plus frustrant que La Communauté de l'Anneau parce que je trouve, mais comme je le disais tout à l'heure par rapport à l'arc narratif de Paul Atreides, il y a moins un sentiment de finalité et d'achever à la fin de Dune que ne l'était la fin de La Communauté de l'Anneau où on avait quand même ce voyage du héros qui évoluait quand même qui évoluait suffisamment pour clôturer la Communauté de l'Anneau de façon satisfaisante et d'avoir cette impression de finalité sur le parcours du héros. Je suis pas forcément complètement d'accord avec toi sur ça, parce qu'il y a comme la dernière scène, no spoiler, il y a comme la dernière scène et tout, quand même, quoi. Oui, mais c'est vraiment, je trouve, les 5 dernières minutes, quoi, les 5-10 dernières minutes où là,
Ouais, le personnage, il fait... He's the one. Voilà, il fait une Je pense à évolution. Matrix un peu parfois. On a pris une grosse claque, comme vous pouvez le voir, même si, voilà, moi j'ai Incroyable. 2-3 petites, voilà, des petites réserves Je par-ci, suis pas par-là. redescendu, moi. Mais mais clairement, on a envie d'aller le revoir. Et c'est pour toutes ces raisons que je mets à Dune 4,5 sur 5. Combien tu mets, toi? Écoute, moi, là, je mets point d'interrogation sur 5. Parce que là, en fait, c'est trop... comme je te disais... C'est trop frais. C'est là. trop frais. C'est trop frais, je peux pas. Non, mais je suis d'accord. Mais là, je vais faire un 6 sur 5, tu vois. Je sais pas. Je peux pas. En tout cas, c'est pas 2 sur 5. Non, c'est au-delà. Moi, c'est. en C'est tout le cas, kiff sur 5. C'est le kiff sur 5 et c'est au-delà de mes espérances. Alors Ah que ouais. mes espérances étaient extrêmement hautes. Hein. Donc vraiment, je suis soufflé. Hein. Franchement, non. Chapeau. Donc bas. voilà, donc évidemment, courez-y, allez le voir dans les salles de cinéma, c'est une évidence, ce serait criminel de pas pour Les effets spéciaux sont super. Hein. Et je te remercie, Merej, de m'avoir accompagné sur cette critique. Évidemment, allez vous abonner immédiatement sur la chaîne YouTube de Merej, M-E-R-E-J. Et voilà, à très bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de Dune, est-ce que vous avez kiffé, est-ce que vous avez trouvé que c'était un chef-d'œuvre, est-ce que vous avez trouvé que c'était un chef-d'œuvre absolu, une déception, une arnaque. On en débat, on en discute, toujours dans la bonne humeur. Et eh bien à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.